chauffer la salle. On est les premiers, c'est pas facile d'être en première partie. En tout cas, merci de nous avoir accueillis. On est très contents d'être là. Donc, pour présenter, moi, je m'appelle Nicolas Brillet. Je suis pilote du pôle citoyen. Donc, la Gonade a 4 pôles. C'est le pôle qui est en charge de la grand public, en fait, la pédagogie, pour expliquer la Gonade vraiment à tout le monde. Et puis voilà, avant de passer à la suite, je vais passer la parole à Laura. Bonsoir. Donc moi je m'appelle Laura. Moi j'ai terminé mon service civique à la Gonade. J'ai bossé 6 mois avec Nico, au pôle citoyen également. Voilà. Et voilà, donc le pôle citoyen, on est tout le temps en quête de nouveaux outils parce que c'est pas facile à comprendre la Gonade, vous êtes d'accord? Je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui disent mais je vois vraiment pas à quoi ça sert et c'est normal. Hein. Voilà, donc nous on est là pour ça, pour essayer de faire en sorte qu'après la présentation vous ayez compris un peu mieux, enfin c'est ce qu'on espère en tout cas. Et du coup, comme les organisateurs du carnaval nous ont demandé si on pouvait faire quelque chose un peu plus, peut-être plus différent d'habitude, peut-être un peu plus ludique. Et du coup, on vous a organisé un truc. Et c'est tout frais, hein, c'est sorti ce matin, voilà, donc c'est la grande première, donc vous serez gentils. Mais c'est juste pour vous qu'on l'a fait avec amour, voilà. Donc on espère que ça va vous plaire. Par contre, juste une chose, c'est que s'il y en a qui sont étudiants en économie, vous risquez de tomber de votre chaise, mais vous inquiétez pas, attendez la fin, tout va bien se passer. Voilà, c'est une version un peu simplifiée pour les 4-6 ans. Hein, voilà. Vous pourrez poser des questions si on a le temps après, à la fin de la présentation. Tout à fait. Bon, du coup, on voulait mettre en scène un peu comment ça se passe, parce qu'on a souvent des journalistes, on a toutes sortes de personnes qui viennent nous voir avec plein de questions. Et du coup, on vous a mis un peu en scène notre quotidien, voilà, à la Gonade. Voilà. Laura, c'est à toi. Alors, bonjour Nicolas. Bonjour Madame Laura. C'est ça, c'est mon nom. Alors, on va déjà commencer par parler un petit peu de votre parcours. Moi j'ai entendu dire que vous étiez un des responsables, un des gérants de l'éco-centre du Thiocan. Alors déjà le Thiocan, qu'est-ce que c'est et comment vous en êtes arrivé aux monnaies locales? Oui, merci beaucoup. En tout cas, c'est chouette de voir des journalistes qui se documentent sur moi. En tout cas, effectivement, j'ai géré un centre alternatif près de Genève pendant 5 ans. Et parce que j'avais quitté l'industrie pharma où je me sentais plus trop en phase. Et du coup, j'avais besoin de quelque chose qui avait plus de sens. Et du coup, on a racheté une ruine avec des amis, on a retapé. Et c'est devenu un think tank éco-citoyen. On faisait beaucoup de recherches. On invitait plein de groupes. C'était un lieu qu'on pouvait louer, tout ça. Et du coup, ça m'a permis à moi, en tout cas, d'accueillir 25 groupes par an. Et c'était que des acteurs du changement. Donc, j'étais à la pointe sur tout ce qui est habitat groupé, éco-village, énergie renouvelable, école alternative, démocratie. Enfin, ils venaient tous parce qu'il y a des citoyens qui réinventent le monde entier en ce moment. Et du coup, ils cherchent toujours des lieux pour se réunir. Et nous, ce qui était génial, c'est que de les recevoir, on a pu voir leur réalité, en fait. Et leur réalité, c'est qu'ils sont nombreux, ils ont plein d'idées, mais la réalité, c'est qu'ils ont tous un gros problème de financement, en fait. Le point commun, c'est qu'ils galéraient tous. Voilà. Et du coup, moi, ça m'a posé question sur comment ça se fait qu'il n'y a pas d'argent pour tous ces gens. Et alors que c'était juste en 2009, donc après la crise, et on savait à cette époque qu'il y avait la finance internationale était devenue grosse, et que quand la bulle pétait, ça tombait sur nous, mais en tout cas on savait qu'il y avait beaucoup d'argent visiblement au-dessus de nous, et comment ça se fait qu'il n'y a pas d'argent là où il faut, quoi. D'accord. Et vous aviez reçu aussi des groupes un petit peu au Thiocan? Oui, ouais. J'ai reçu, on en reçoit vraiment beaucoup. Et c'est pour ça que à force, face à cette question, du coup, il y a une question qui me hantait l'esprit face devant ces groupes, parce que je me disais, c'est pas possible que dans les journaux, on nous parle de développement durable tous les 2 jours. C'était des groupes des acteurs de la transition, du coup? Oui, tous. Comme les colibris? Oui, il y avait des colibris, il y avait des villes en transition, il y avait toutes sortes de groupes. Et du coup, donc cette question qui m'a commencé à m'obséder, c'était
c'était que j'étudiais. En fait, j'avais envie de comprendre la finance parce que je voyais qu'il y avait un problème. Et du coup, j'ai eu envie de comprendre une question fondamentale parce que je savais que les banques centrales, j'avais lu un bouquin là-dessus, tournaient à plein régime depuis au moins 2 ans pour justement relancer l'économie. Et de l'autre côté, on ne voyait pas cet argent arriver puisque les groupes galéraient toujours autant. Donc je me suis dit, mais une question fondamentale, et attendez, messieurs, dames, c'est là que je dois retrouver mon équipement. Voilà. Les questions importantes pour la suite, c'est où est l'argent, Donc les banques centrales, c'est des milliards tous les jours. Donc où est l'argent, Donc il y a beaucoup d'argent, nous on ne le voit pas, donc où est-ce qu'il, visiblement, il est coincé quelque part. Et donc, est-ce que tu as trouvé une réponse à cette question? Oui, alors évidemment, ça pas, voilà, la question c'est facile de la trouver et encore, mais après c'est comment trouver la réponse à cette question, où se trouve l'argent. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que comme je gérais un centre alternatif, j'ai pu organiser des séminaires, un peu comme ce soir, où j'accueillais, on regardait soit des films, on avait regardé L'Argent d'Aide par exemple, très bon film, on avait regardé un film qui s'appelle Inside Job, très bon film aussi, des films pour comprendre la finance, et puis ensuite faire des cercles de parole pour débattre, tout ça. J'ai organisé 3 séminaires sur la finance et les alternatives. J'ai invité donc tous les acteurs que je pouvais repérer, par exemple Baptiste Milando, si je l'avais rencontré avant, je l'aurais certainement invité au Tchopan. Des gens qui ont déjà écrit des livres, qui ont déjà une réflexion, et donc on les a invités pour se documenter, et puis essayer de comprendre ensemble quel est le problème et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen. Voilà. D'accord. Et quelles ont été les conclusions que tu as tirées de ça? Ouais. Donc, quelles conclusions on tirait de ces 3 séminaires internationaux au Tchopan? Donc, on est arrivé à une observation intéressante et je vais chercher je vais vous le démontrer quand même. Je vais vous montrer un peu les observations qu'on a faites. D'une part, on a observé que l'argent se répartissait dans 2 sphères en ce moment sur cette planète. La première sphère, qui est peut-être plus familière pour le commun des mortels, ça s'appelle l'économie réelle. Bon, voyons, on bricole, les citoyens bricolent. Voilà. Donc l'économie réelle se trouve là, dans cette première sphère. Et la deuxième sphère, ça peut être quoi alors? Vous participez, c'est participatif. Les marchés financiers, j'entends? Très très bien. Les marchés financiers, bravo. Et donc ça, on a réussi, parce que c'est compliqué la finance, on a réussi à identifier qu'il y avait 2 sphères. Et les chiffres, comme les chiffres sont importants, parce que, alors, dans l'économie réelle, il y a 99% de la population, et dans l'économie réelle, malheureusement, il n'y a que 35% de l'argent. C'est très mal foutu, je vous promets. Et la deuxième sphère, c'est l'autre versant. Donc il y a à peu près 1% de la population. Ça, on l'a appris grâce à Occupy Wall Street, qui avait les 1%, qui gère 65% du volume monétaire en circulation. Bon, ils jouent au casino essentiellement. C'est un vrai métier, le trading. Donc on arrive à cette conclusion, Laura. Très bien. Et comment ça se fait que les marchés financiers sont aussi gros? Mais il faut que je me relève. Oui, parce qu'en fait, comment ça se fait que ce soit si mal réparti? Parce que là où il y a toute la population, il n'y a même pas la moitié de l'argent. Et comment ça se fait que l'argent, il se condense de ce côté-là? C'est ça, du mauvais côté. Alors, il manquait un élément, c'est que, voilà, il y a de la tuyauterie quand même en jeu. On les déplace, bien sûr. Voilà, donc il y a un câble qui va. Attends, je regarde si c'est bon. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Voilà, donc il y a un câble qui va de l'économie réelle vers les marchés financiers. Et il faut savoir que c'est un câble, un clapet anti-retour, c'est-à-dire que l'argent ne circule que dans une seule direction. Donc c'est-à-dire que l'économie réelle est siphonnée de manière permanente par les marchés financiers. Parce qu'en fait, on a compris une chose, c'est que l'argent joue un rôle magnétique. En fait, plus l'argent s'accumule, plus il se condense et plus magnétiquement il attire l'argent
par des principes comme les taux d'intérêt, par exemple, font que si vous, un jour, vous avez 2 millions d'euros sur votre compte bancaire, vous allez voir que votre argent grossit tout seul. C'est magique. Et ben, c'est grâce à ce principe magique que l'argent se condense là où l'argent est déjà très présent. Et voilà. Très bien. Vous allez peut-être me demander... Oui, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on se rend compte de ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, on se dit... Parce qu'on est des... Moi, je ne sais pas où il est ce tuyau, je ne sais pas comment interférer, voilà. Et ben, du coup, en fait, je vais vous donner des exemples parce que vous auriez pu demander, d'ailleurs, vous n'êtes pas raisonnable, c'est quoi, ça passe comment dans le tuyau? Ben, en fait, le siphonnage se fait de plein de manières. Par exemple, les banques commerciales peuvent créer, si vous voulez emprunter pour acheter un appart, 200 000 euros, et ben la banque, elle ne va pas le sortir d'un coffre comme on le croit, mais elle va créer l'argent à partir de rien. C'est le pouvoir de création monétaire ex nihilo. Mais du coup, l'argent va être créé par la banque pour vous, et ensuite vous allez le rembourser avec intérêt. Et en fait, comme vous allez rembourser plus que ce qu'on vous a prêté, donc du coup, vous allez amener de l'argent ici. De la même manière, la dette publique de l'État, l'État français par exemple, qui emprunte sur les marchés financiers, il doit rembourser plus que ce qu'il a emprunté. Donc du coup, à chaque fois que les marchés financiers prêtent de l'argent, ils récupèrent toujours plus. Ça, ils savent faire, c'est leur job. Et du coup, l'argent, de cette manière, il est siphonné. Après, la carte Visa aussi, à chaque fois que vous faites une transaction, ça part aussi vers les marchés financiers. En fait, on est ponctionné presque tout le temps, on ne s'en rend pas forcément compte. Et il y a plein de mécanismes, l'évasion fiscale, ça c'est quand on passe par les multinationales, ça part aussi vers les marchés financiers. Et après, avec la spéculation, avec le peu d'argent qu'ils ont, ils arrivent à le démultiplier, le faire grandir. Et à chaque fois que l'argent grandit, ça siphonne toujours, par effet magnétique. C'est incroyable. On était content d'avoir découvert ça. D'accord. Donc ça, c'est très très intéressant. Mais alors, je vois toujours pas le rapport avec les monnaies locales. Oui, tout à fait. Et parce qu'en fait, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, les monnaies locales sont arrivées juste après. Et du coup, il manque un élément de ce schéma. C'est parce que le seul point de prise, parce que les marchés financiers, on en parle tout le temps, mais en fait, ils n'ont pas d'agence, pignon sur rue. En fait, on ne sait même pas qui c'est. Ils n'ont pas de visage, même comme disait notre président. C'est un ennemi sans visage. Mais par contre, ils ont des intermédiaires. Leur interface avec nous, ça s'appelle comment? Les banques. On a des très bons élèves au premier rang. Vous l'aviez pas vu le spectacle? C'est la première. Effectivement, les banques jouent un rôle décisif. Voilà. Elles sont au milieu et c'est un peu la roue. C'est elles qui communiquent avec nous et puis qui coordonnent un peu. Bon, je simplifie, évidemment, Baptiste qui va tomber de sa chaise. Voilà. Je simplifie pour qu'on puisse tous comprendre, mais voilà. En gros, les banques elles jouent un rôle central parce que elles ont deux branches. Elles ont la branche dépôt, elles ont la branche, avec épargne, où elles gèrent vos comptes courants et tout ça. Et puis elles ont une autre branche qui sont la branche, la banque d'investissement qui est sur les marchés financiers, qui gère les casinos. Et c'est pour ça qu'on a élu François Hollande, parce qu'il avait promis de déconnecter ces deux branches, mais il n'a pas réussi. Voilà, donc peut-être qu'on a problème de démocratie aussi, mais ça on verra à la prochaine conférence. Ouais. En tout cas, pour l'instant, les banques sont toujours en place, elles sont toujours complètes, elles ont toujours accès aux deux bassines, et du coup elles peuvent continuer les transferts comme avant. Donc tout se passe bien pour elles. Et du coup, c'est là que les monnaies locales, vous allez dire, alors comment les monnaies locales vont réussir à court-circuiter tout ça? Et je vous comprends. Donc, c'est parce que les monnaies locales, alors je vous en montre peut-être. Bien sûr, avec plaisir. Ça ressemble à quoi une monnaie locale? Voilà. Et les monnaies locales, c'est ça, c'est des petits bouts de papier de couleur. C'est assez rigolo en général. Donc là, j'en ai monté, il y en a de un peu toute la France, il y en a même une qui vient de Londres. Et puis la monnaie en particulier, c'est celle-ci. Et puis vous pourrez aller voir Blandine pour avoir plus d'exemples. Mais en tout cas, la monnaie locale, vous allez dire, est-ce que c'est ça qui va changer la face du monde? Au niveau technologique, c'est quand même assez primitif. Voilà. C'est des bouts de papier de couleur. Bon, ils sont sécurisés quand même, je vous rassure, mais c'est assez simple. Mais pourquoi c'est révolutionnaire? Parce que c'est une monnaie. Alors, ça fonctionne exactement comme l'euro. C'est-à-dire que là, au lieu de 20 dollars, il vaut 20 euros en valeur faciale. Il circule
circule comme l'euro, on fait ses dépenses pareil qu'en euros dans les commerces, sauf qu'on ne peut pas aller dans tous les commerces. Mais par contre, la différence fondamentale avec l'euro, c'est que cette monnaie-là, elle ne peut pas aller sur un compte bancaire. Techniquement, elle ne peut pas. Elle est complètement incompatible avec la banque, avec tout le système de pompage, vous voyez. Donc c'est une monnaie qui est condamnée à rester dans cette bassine-là, vous voyez. Mais je la pose là, elle ne va pas bouger. Donc les monnaies locales, elles sont coincées dans l'économie réelle et elles vont y rester. Et comme la véritable richesse, elle vient de l'économie réelle, puisque la richesse, elle vient de l'agriculture, elle vient des artisans, elle vient des prestataires de services, elle vient de nous tous qui exerçons nos talents dans l'économie réelle. Et c'est cette richesse qui crée de la monnaie, enfin de la richesse économique, qui ensuite est pompée. Mais en fait, les marchés financiers, en réalité, à part brasser de l'air et des chiffres, ils ne produisent pas de richesse réelle. En fait, ils pompent tout là-bas. C'est pour ça qu'ils pompent, parce qu'ils n'en ont pas en intrinsèque. Voilà. Et du coup, le fait de créer des monnaies locales, c'est un premier pas pour pouvoir récupérer, de préserver notre richesse et de la préserver, qu'elle reste là où on est. Okay. Et donc, il y a combien de monnaies locales en France aujourd'hui? Oui, alors du coup, la première, c'était en 2010, la veille, à Villeneuve-sur-Lot, que j'avais rencontré au Tiopan. Et à l'époque, je me souviens que je trouvais ça sympa, l'idée, mais je n'avais pas vraiment compris en quoi ça allait changer la face du monde. Et c'est effectivement, et aujourd'hui, des monnaies locales, donc en 2017, ça fait 7 ans plus tard, il y en a déjà 40 qui circulent dans toute la France, en Rhône-Alpes, une dizaine presque. Et elles se propagent en France, mais aussi dans le monde. Il y en a une dizaine en Angleterre, dans le monde, on évalue à peu près une centaine de monnaies locales. Donc effectivement, ça c'est le Brixton Pound à Londres. Le Schko, effectivement, le Pays Basque. Là, on a la Doum, donc le Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme, tout à fait. On a l'Élève, ça pour le coup c'est Rhône-Alpes. Rhône-Alpes, à Chambéry. La Pêche. La Pêche à Montreuil. Le Lien. Et le Lien Saint-Étienne qui se sont lancés il y a un an. Il y en a encore plein d'autres. Et il y en a encore plein. Ouais. Et je vous dis ça parce qu'il y en a 40 qui circulent, mais il y en a 40 en projet. C'est-à-dire que bientôt on peut en avoir 80 peut-être. C'est comme un réveil. En fait, c'est une réaction systémique, je pense, des citoyens face à Wall Street. Donc c'est qui ces gens qui décident de monter des monnaies locales? C'est des gens qui sont un peu irrités, je pense, par l'impression qu'on se fait court-circuiter vraiment nos choix politiques, qui ont compris qu'en fait la démocratie ou la politique, c'était une illusion tant que la finance n'était pas assainie, puisque on voit à quel point la finance est capable avec les systèmes de lobbying, de campagne, de financer des campagnes électorales et autres. La finance interfère beaucoup trop avec la notion de démocratie. Et en plus, celui qui gère l'argent et celui qui a l'argent est capable de décider de plein de projets. En fait, avoir de l'argent donne beaucoup plus de pouvoir démocratique que juste des bulletins de vote. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on ait les deux. Il faut qu'on ait les bulletins de vote, mais pour aussi diriger la répartition de l'argent dans le système, collectivement. On ne sait pas encore comment on va faire, mais c'est ça qu'il faut qu'on réussisse à faire. Et enfin, c'est ce que veulent faire les monnaies locales, en tout cas. Ils veulent restaurer la démocratie par l'économie et puis reprendre le contrôle de notre territoire. Ok. On va peut-être parler de la Gonette en particulier. Alors, c'est quoi la Gonette? Quand est-ce que ça a été lancé? Comment ça fonctionne? Alors, la Gonette, effectivement. Donc, moi, j'ai eu la chance, j'étais théoricien des monnaies locales au Tiopan. Mais quand je suis arrivé à Lyon, donc je suis arrivé à Lyon pour travailler à la NEF, d'ailleurs, la banque éthique basée à Vaux-en-Velin. Et quand j'étais basé, comme j'ai travaillé à la NEF, j'ai eu la chance qu'il y ait déjà un groupe monnaie locale qui existait à Lyon, qui s'appelait déjà la Gonette. Il avait déjà trouvé son nom en 2012. Moi, je suis arrivé en 2014. Et du coup, je les ai vite rejoints. La monnaie n'était pas encore sortie. Du coup, j'ai eu la chance de me greffer à l'équipe et puis de contribuer à ce que la dynamique se perdure et qu'on aille jusqu'au lancement, parce que c'est des projets pas simples, parce que on pourrait croire que c'est juste faire de l'impression en couleur, mais avant de faire une monnaie, il faut déjà trouver une équipe, il faut définir une charte de valeur, parce que toutes les monnaies ont une charte de valeur. Il y a comme un programme politique accroché à la monnaie, avec des valeurs en général sur l'écologique, protection de l'environnement, le social, la solidarité, protéger l'économie de proximité, protéger la culture aussi, défendre les artistes,
les musiciens, et voilà, tout ça est inclus vraiment dans l'ADN de la monnaie, mais ça prend du temps parce que ça demande énormément de discussions pour savoir qu'est-ce qu'on veut collectivement. Ça pourrait être nous tous ici ce soir, qui est définition, qu'est-ce qu'on veut, quelle société on veut. Voilà, donc avec des post-it, des gommettes, des paperboards, on note, on danse, on rassemble toutes les idées, et on aboutit à une liste de propositions et la monnaie locale, en fait, c'est juste le bout de papier qui va nous emmener jusqu'à ce programme, à condition que la monnaie réussisse à s'installer durablement dans le territoire en question. Donc nous, c'était la métropole lyonnaise. On a eu des longues discussions à savoir est-ce qu'on commence que dans le 4e, que dans le 7e, dans les zones où il y avait le plus de potentiel. Et puis après, on s'est dit, ben non, il nous faut aussi des agriculteurs, on va faire que en ville. Donc on a finalement pris toute la métropole, et puis comme des gens de Villefranche avaient envie de se rejoindre à nous, et ben on a inclus tout le Beaujolais maintenant. Et c'est comme ça que le projet s'est construit, en fait, avec les forces vivantes qui étaient là. Et du coup, la monnaie, elle a été en gestation pendant 4 ans. Le projet avait commencé à être discuté fin 2011 et elle est sortie que fin 2015, en novembre 2015. Donc elle a juste un peu plus d'1 an, c'est encore un bébé. Et elle est déjà, voilà, donc elle est en place. Maintenant, elle circule, il y a déjà 90 000 gonettes qui circulent au moment où je parle. Et qu'est-ce que je peux acheter en gonette? Comment je peux m'en servir de la gonette aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que je peux acheter? Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a 250, 260 même partenaires professionnels qui prennent la gonette. Alors, il y a des commerces, il y a des associations, il y a des indépendants. Et alors, c'est très divers. Sur les 260, on a une quinzaine d'épiceries, une quinzaine de restaurants, des bars. Il y a la Fourmilière dans le 7e par exemple, il y a plein de cafés aussi. Et après, l'alimentaire représente un tiers déjà de ce qu'on peut acheter en gonette. Après, il y a énormément de thérapeutes en tout genre. Ça va du médecin généraliste jusqu'aux médecines chinoises. Et après, il y a des services divers et variés. Ça va de l'accordeur de piano au garagiste, au expert comptable. Il y a vraiment de tout. Et vous pourrez regarder le listing sur lagonette.org. Il y a tout, la liste est mise à jour parce qu'on en a 3 de plus chaque semaine. Donc il faut aller voir souvent. Ça évolue très vite. Ok, très bien. Eh bien, merci Nicolas. Est-ce que... C'est tout? Oui. Pour moi, c'est tout. Je sais tout sur la gonette maintenant. Eh ben, merci beaucoup. Et puis merci à tous. Hein. Comment, du coup, on crée une nouvelle monnaie locale? Comment est-ce qu'on crée une monnaie locale? Je vais bien commencer, tu pourras comprendre. Comment créer une monnaie locale? Parce que nous, on s'est dit, c'est vrai, au départ, l'abeille, quand ils se sont lancés, on s'est dit, mais est-ce qu'on a le droit de faire ça, quoi? de créer de la monnaie. Mais en fait, il faut savoir que on ne fait pas de la création monétaire, ça c'est important et merci pour la question. C'est que pour avoir des gonettes, il faut d'abord venir changer des euros en gonettes. C'est-à-dire que l'argent, on fait que changer des euros en fait. Donc on a le droit de faire ça, c'est légal. Il y a un texte de loi, c'est la loi Hamon d'ailleurs, qui est passée en 2014, qui fait que maintenant c'est complètement encadré par la loi. Et c'est important de le dire aussi, c'est que du coup, la prochaine question, c'est du coup les euros que vous nous donnez contre des gonettes, qu'est-ce qu'on en fait? On doit être super riche comme asso du coup. Mais en fait, non, parce que l'argent, nous, on la met chez notre banque partenaire. On a une banque partenaire qui est le Crédit Coopératif et maintenant la NEF qui commence à être partenaire aussi. Et du coup, il y a 90 000 gonettes qui circulent et du coup, on a 90 000 euros bloqués sur un compte. Et c'est pour ça qu'on n'est pas contre les banques, parce qu'on a besoin de banques nous-mêmes. J'ai plus de voix, donc il faut que je m'arrête. Mais on a besoin de banques, mais on a besoin de banques éthiques. Voilà. Donc Laura, je te laisse compléter, je ne peux plus parler. Et je pense que c'était pas mal. Du coup, cet argent qui est mis dans les comptes, en fait, il va servir à financer des projets participatifs. Il parlait tout à l'heure de toutes les assos qu'ils ont rencontrés pour créer cette idée de gonette, de monnaie locale. Et du coup, les euros qui sont mis en gonette, qui sont échangés, permettent d'être stockés, de rassembler une somme assez importante pour pouvoir mettre en place des projets associatifs, en fait. Parce que pour mettre en place des projets assez gros, comme le Carnaval, mais c'est pas un bon exemple, parce que c'est pas le genre de projet qui est financé par la gonette, mais ça pourrait, pourquoi pas, pour pouvoir financer des projets vraiment énormes qui ont un impact sérieux sur la société, il faut aujourd'hui des grandes sommes en fait. Et la gonette permet de financer ce genre de projet. C'est l'idée de rassembler assez d'euros. Et en fait, on sait qu'en rassemblant ces euros-là, ça va être
ça va être utilisé dans l'idée de la charte dont il vous a parlé. Voilà. Parce qu'effectivement, le carnaval humanitaire fait partie des partenaires de la Gonette, donc c'est pour ça qu'on peut payer ici en Gonette, donc on les remercie. Et puis effectivement, ce que tu dis, c'est juste, c'est pas encore tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore le droit d'utiliser notre fonds de garantie, parce que nous, on n'a pas le droit de l'utiliser, mais par contre, notre banque partenaire, elle le peut. Et du coup, on est en train de discuter notamment avec la NEF, pour que la NEF puisse prendre une partie de notre fonds de garantie. Et ça, c'est pas que nous, c'est toutes les monnaies locales de France, et que via la NEF, on puisse flécher de manière ciblée sur les projets qu'on choisit, donc effectivement qu'on pourra choisir tous ensemble. Donc on aura besoin des banques partenaires pour faire ça. Donc c'est pour ça, je veux dire, on n'est pas fâchés du tout. Moi, je voulais peut-être compléter sur les banques. Aujourd'hui, il y a 3 banques qu'on identifie comme étant des banques responsables. Donc, on a parlé du crédit coopératif, de la NEF, et il y a aussi le crédit municipal. Ce qu'on appelle des banques responsables, c'est les banques justement qui ne sont pas présentes sur les marchés financiers. Ouais, juste pour eux. Une dernière question ? Alors moi, j'ai une petite question parce que j'ai fait l'expérience d'utiliser la Gonette une fois. J'ai été adhérent, je crois, en 2016. Et la raison pour laquelle je l'utilisais qu'une seule fois, c'est que j'achetais dans un seul magasin. Et ce magasin était bureau de change. Et en fait, dès mon premier échange, je me suis dit, mais en fait, ça sert à quoi? Parce que je viens d'échanger 25 € en Gonette. Et derrière, j'ai repayé mes 25 Gonettes pour acheter des trucs. Je me suis dit, mais du coup, en fait, ça sert à rien, je viens de donner 25 €, quoi, c'est tout. En quoi, du coup, mon action, elle a favorisé l'essor de la Gonette et le financement de projets, comme vous l'indiquiez tout à l'heure. Alors, je n'ai pas tous les éléments de réponse. En tout cas, ce que je dirais, c'est que c'est déjà un acte déjà responsable d'avoir pu payer en Gonette et que l'argent que tu as utilisé, finalement, il ne s'est pas retrouvé en banque. Si tu as fait une CB, par exemple, l'argent serait retrouvé en banque et donc il y aurait eu des grandes chances pour qu'il se retrouve sur les marchés financiers. Voilà, c'est la réponse à laquelle je pense. Si tu veux compléter. Oui, parce qu'en fait, effectivement, c'est pas très satisfaisant ce qui vous est arrivé, on a souvent ces retours. Et effectivement, ça sert pas, c'est pas extrêmement utile de prendre à la Biocop des sous et de le dépenser là. Le mieux, c'est vraiment de prendre des sommes plus grosses et de dépenser une partie à la Biocop, mais d'aller. En fait, il faut créer des liens entre les différentes structures. C'est ça qui va faire le changement. C'est quand l'argent va circuler en boucle parmi différents acteurs. La racine de l'intelligence, c'est vraiment le lien. Hein, ça, c'est vrai pour Internet, c'est vrai pour le cerveau, c'est vrai pour tout. Il faut créer des liens, des circuits courts un peu partout. Et la Gonette, c'est un super outil pour stimuler ces circuits courts. Du coup, pour résoudre votre problème, il y a une chose qu'on pourrait faire mais qui nous compliquerait la vie, ce serait que en fait, la Biocop ne puisse pas réécouler les Gonettes qu'elle reçoit, mais que ce soit de l'argent qui vient de la Gonette qu'on dépose à différents endroits. Et du coup, vous prendriez des Gonettes qui viennent de la maison mère, donc, et vous augmenteriez la masse monétaire, et vous mettriez une pression sur la Biocop pour qu'elle puisse, elle, se dire qu'est-ce que je vais faire de toutes mes Gonettes maintenant, et de l'obliger, elle, à la dépenser chez ses fournisseurs. Donc, et ça, on ne l'a pas fait pour des raisons pratiques, mais c'est pour ça que vous avez eu ce sentiment un peu désagréable. Mais sachez que c'est quand même pas inutile parce que ça, quand vous payez, les gens ils vous voient payer, ça fait connaître la Gonette aussi et c'est important qu'un maximum de gens découvrent. Parce que le plus dur, c'est d'expliquer à quoi ça sert et de comprendre comment ça peut faire basculer le système dans le bon sens. Et ça, c'est pas facile à saisir en une fois, donc il faut le répéter. J'espère que ça a répondu à votre question. Voilà. Et en tout cas, si vous avez encore des questions, on pourra se retrouver au stand avec Blandine. Voilà, merci beaucoup en tout cas.